Bonjour à tous. Ici, c'est Stevie Shady, la plus grosse bitch des internets. Et j'ai moins de 2 minutes pour vous parler des reines du drame. Les reines du drame, c'est l'histoire d'amour passionné entre Mimi Madamour, une chanteuse pop, et Billy Colère, une punk écorchée. Pour moi, c'est deux personnages qui s'aiment passionnément, qui se ressemblent aussi beaucoup. Bon, il y a la phrase d'une chanson du film qui dit « Je me fonds en toi, on ne fait plus qu'une », ce qui paraît une manière étrange d'aimer, mais en tout cas, elles s'aiment de cette manière-là. Et en fait, le monde leur dit qu'elles ne peuvent pas s'aimer parce qu'elles sont différentes, elles font de la musique différente et qui a priori ne vont pas ensemble. Elles viennent d'un milieu social différent. Pendant 50 ans, les deux stars vont s'aimer et se déchirer devant les yeux ébahis de leurs fans en folie. C'est pas du tout un film qui valorise, contrairement à ce que des fois j'entends, des relations toxiques, etc. Au contraire, c'est plutôt un film qui dit si elles s'aiment mal, c'est parce qu'il y a une sorte de puissance extérieure qui serait la norme, le patriarcat, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui les empêche de se retrouver et de s'aimer. T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle. Mais c'est aussi difficile de lutter parce qu'il y a aussi une sorte de détestation intégrée quand on est une personne queer et différente. Soit on essaye de convenir à la norme pour être accepté, soit on essaye d'affirmer sa différence alors qu'en fait on n'est pas, c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, les personnages sont jamais ce qu'ils pensent être. Au début du film, elles affirment des choses et puis finalement on va se rendre compte qu'elles vont faire une trajectoire littéralement inverse de ce qu'elles pensaient initialement. Et pour moi, le film raconte vraiment ça, c'est-à-dire c'est la trajectoire de ces deux personnes qui vont accepter de s'aimer pour pouvoir aimer bien les autres, quoi. La musique nous séparera jamais, ok? On va se faire une promesse. Quoi qu'il se passe, on reste ensemble. Pour moi, le film, c'est un conte. Étrangement, parfois, on a besoin de ça. On aura besoin de raconter avec des symboles pour parler de nous plus profondément. D'ailleurs, c'est drôle, c'est que la comédie musicale, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'artifice des chansons pour aller au cœur des personnages. Et finalement, l'artifice est plus vrai que ce qu'on pense être vrai. Et ça, moi, c'est des idées qui me plaisent beaucoup, puis qui sont très queer, je pense. Et donc, l'idée de raconter l'histoire, c'était déjà pour épouser cette dimension de conte. Et c'est aussi, pour moi, Stevie, il est aussi l'incarnation, c'est presque une métaphore des spectateuristes de cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Stevie? C'est ma lettre. Je lui écris toutes les semaines et elle me répond toujours avec un petit mot et une photo. Mais es-tu vraiment sûr d'être le plus grand fan de Mimi Madamour? Comment on peut à la fois aimer passionnément des choses et aimer les détruire aussi. Et c'était assez, je pense, important par rapport à ce film qui parle d'émotions intenses, d'intégrer ce personnage qui justement est aussi un miroir j'espère que tous les personnages sont des miroirs de nous, mais lui particulièrement parce que justement ce que ça peut être violent d'être fan, d'aimer, et en fait ce n'est qu'une facette. Tous les personnages aiment mal dans le film et apprennent à mieux aimer, et Stevie, voilà, c'est une sorte d'amour un peu qui n'a pas de véritable objet. En fait, il aime une image. Les autres, je pense que leur problème n'est pas d'aimer une image. Mais voilà, Stevie aime une image et ensuite va la détruire. Et je pense que c'est aussi, ça parle beaucoup de nous et peut-être de nous aussi aujourd'hui particulièrement. Je sais pas, est-ce qu'on est un peu comme ça avec les réseaux? Il y a une sorte de jugement à l'emporte-pièce tout le temps. On peut aimer passionnément, puis pouf, on peut adorer détester. Fatouche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur ou reste sur la touche. Fatouche, Je ne suis pas ta chose, si tu veux ma bouche, tu chéris mon cœur. Patouche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ou reste sur la touche. J'avais écrit le personnage de Billy parce que ma sœur joue dans mes courts-métrages. Oui. Et donc Billy était censé être pour elle et pour plein de raisons, ça s'est pas fait. Mais ça s'est pas fait longtemps après le premier tour de casting. C'est-à-dire que par exemple Louisa et Injuste se sont vus en casting. Et ensuite, Billy, on n'avait plus Billy. Donc l'idée, c'était, on avait, je sais plus, 3 ou 4 Mimi qui étaient super, mais l'idée, c'était quand même de créer une alchimie entre deux couples. Et Billy et Joe est venu en casting.
Et voilà, je le connaissais un peu parce que je l'avais vu. Il a notamment joué dans un clip de Yann Gonzalez et je l'avais rencontré en festival. On se connaissait de soirées queer à Paris, etc. Et c'est vrai que, bon, pour passer vite, toutes les étapes de casting, mais quand je les ai mis ensemble, Joe et Louisa, pour leur premier casting où ils se retrouvaient pour jouer un couple, parce que c'était hyper important de trouver cette alchimie, Joe a eu l'idée d'inviter Louisa la veille pour boire un verre et pour qu'ils se connaissent, parce que la scène de casting, c'était la scène de rupture. Ah oui, Et bah oui, il fallait commencer par le drame, évidemment. Et en fait, Joe a eu la bonne idée. Il a dit, avant qu'on rompe, il faut qu'on s'aime et qu'on se connaisse. Et donc, du coup, ils se sont vus. Et je pense que déjà dans la vie, ils se sont dit, on va y aller en team. Et je pense que c'est ça aussi, j'ai tout de suite senti la complicité entre les deux. T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle. Dès les premiers castings, c'était des stars. Au sens, voilà, une cinégénie, un charisme fou. Et puis, c'était nécessaire pour incarner ces chanteuses qui allaient vivre justement la célébrité, et enfin même le firmament de la célébrité, quoi, quelque chose d'assez fort. Et en même temps, on sentait leurs émotions à fleur de peau, on sentait peut-être une fragilité, mais pas une fragilité, c'était pas utiliser la fragilité, mais c'était des personnes qui accepter de montrer des fragilités. Je sais pas bouger, je vais me faire tâche, c'est sûr. Si tu veux, je peux te montrer 2-3 trucs. Et pendant la finale, il n'y aura plus que toi et moi. Par exemple, les castings de Billy, parce que c'est a priori même si, à mon avis, c'est celle des deux qui est la plus fragile, mais en tout cas, en casting, quand on dit une chanteuse punk, etc., beaucoup de gens sont arrivés très en force. Et par ailleurs, aussi génial, toutes les personnes du casting sont venues, c'était pas du tout la question, mais justement, je me suis dit, c'est que des gens qui sont déjà hyper stars, hyper affirmés, etc. Et là, en fait, c'est des rôles, c'est des personnages qui se cherchent et qui, en fait, ne font que rater tout le temps. Donc, il fallait aussi avoir cette force de montrer cette fragilité. Et ça, c'était hyper important. Et Joe et Louisa avaient vraiment les deux. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment, en plus d'avoir cette alchimie. Donc ça, c'était assez fou. Et parce que voilà, le film montre justement qu'on n'est jamais la personne qu'on croit. Et aussi, le film montre voilà, des choses parfois difficiles et passer par des moments un peu mélancoliques, voire complètement dépressifs. Bonjour mademoiselle, vous appelez comment? Mimi Madamour. Mimi Madamour, mais c'est trop Mimi ça. Vous avez quel âge Mimi? 18 ans. Délicieux. On a répété pendant quasiment, je sais plus, 8, 9, 10 mois. Oui, avant le début du tournage. Ouais, bah ouais, parce que notamment Louisa avait jamais joué, donc c'était un peu la Star Academy. On faisait des cours de chant, enfin pas de chant parce qu'elle chante pas dans le film, mais des cours de danse, des cours de, enfin pas de théâtre, mais on jouait. On a mis très très longtemps avant de jouer les scènes du film, parce que justement l'idée c'était aussi de créer une complicité entre nous trois. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Il y a des choses dans le scénario que j'ai changées parce qu'ils n'étaient pas OK de les faire. Et il y a des choses où moi j'ai dit c'est très important pour le film et je pense qu'on peut pas changer ça. Et en fait ça a été un travail de dialogue et aussi de réécrire des choses. Au départ le personnage de Mimi n'était pas forcément une personne racisée, donc du coup quand Louisa je l'ai casté, on a pas mal discuté de ça. Le rôle on l'a aussi alimenté de la persona et la personnalité de Louisa. Et pareil pour Joe, il y a eu plein de choses. Au départ, le personnage de Billy, c'était plutôt un personnage de Butch vers femme. Du coup, c'était un peu Butch vers Dolly Parton. Et puis finalement, au contact de Joe, je me suis dit, bah non, il faut aller vers une identité plus non-binaire. Et donc, on est plus vers une sorte de Pete Burns. Et donc voilà, et donc en fait c'est d'être à l'écoute aussi bien de Joe et Louisa, de ce que le film raconte pour bien le comprendre, et donc du coup de savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Désabusé de Magali Charmer. Je vous écoute depuis que je suis toute petite. C'est vous qui m'avez donné envie de chanter. Oh, enfin, on candidate avec du goût. On vous écoute. Pareil de mon côté, c'est-à-dire je sais que le film demandait beaucoup de choses très difficiles, donc c'était aussi d'accepter que pour que le film existe, il y avait des choses nécessaires et il y en avait d'autres qui pouvaient être transformées pour que tout le monde donne le meilleur.
c'était aussi un travail parce que Joe chantait un peu, mais il n'avait jamais fait de musique vraiment. Donc du coup, on a eu un super coach musical pour Joe et je suis hyper contente que Joe il chante. Ouais. Et il y a du coup petite dédicace à Ambrielle Rapp qui fait la voix de Mimi, qui est aussi incroyable, qui a une voix folle. Où êtes-vous, vous qui pourrez m'aimer? Je pense à vous, vous qui pourrez m'aider. L'espoir s'effondre sous mes pieds. Je vis sans vivre, désabusé. En fait, ce qui est marrant, c'est que tout le monde était obsédé par ça. Est-ce que ça va faire vrai? Je pense que le film, déjà, il n'est pas tout à fait dans un degré de véracité. Voilà. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que dans les comédies musicales, Deneuve ne chante pas chez Demy. Et c'est pas... Il y a quand même la croyance des spectateuristes. Moi, je crois très fort à ça. Et je pense qu'à un moment donné, quand on nous amène dans une histoire... si la voix change, et puis souvent c'est aussi imperceptible quand on chante, par exemple, je sais pas, un exemple à la con, Céline Dion, elle perd son accent, est-ce que vraiment on reconnaît sa voix parlée, sa voix chantée? Bon, et par contre ce qui était important c'était de croire, malgré l'illusion qu'on y croit, et ça par contre on a quand même pas mal travaillé sur le souffle, donc effectivement Louisa elle a beaucoup écouté les maquettes sur le plateau de Ambrielle. Et surtout, il fallait chanter sur le plateau. C'est-à-dire qu'il fallait prendre les respirations là où Ambrielle prenait ses respirations. Et il y a des moments un peu... je pense le moment le plus épique de playback, c'est quand on a fait un... C'était un peu ridicule, je pense, à jouer, mais c'était quand elle gagne le concours Starlet en herbe. Elle voulait pas... C'était le moment où elle chante, elle utilise plus sa voix un peu de diva comme ça. Et j'ai dit à Louisa, mais il faut que tu chantes vraiment, parce que là, il y a tellement d'air qui sort, il y a tellement de... Et du coup, elle m'a dit, bah non, j'y arriverai pas. Et je dis, tu veux que je chante avec toi? Donc du coup, j'étais derrière le combo et je hurlais. Et tout le monde était genre, je pense comme ça, parce qu'il y avait la musique du plateau, Louisa qui chantait, moi qui chantais. Mais du coup, il y avait vraiment ce truc de connexion. Ouais, qui était là. C'est ça, parce que justement, il fallait que Louisa ait pas peur de chanter. Et en fait, et ça, c'était marrant. Et puis c'est aussi de se donner comme ça quand on réalise... Bon, après, moi, c'est un peu l'exemple inverse. Je pense que je joue beaucoup derrière le combo et il y a plein de gens qui détesteraient. Mais en tout cas, voilà, c'était de créer ce truc. Et je pense que c'est pour ça peut-être qu'on a l'illusion. C'est que Louisa, même si elle ne chante pas, qu'on ne l'entend pas dans le film, elle chante, elle interprète de ouf. Ouais. Le monde est noir, le monde est noir, le monde est noir, et mon amour posthume. Pour chaque chanson, c'était un parcours un peu différent. La seule chose qui lie les chansons, c'est-à-dire que quand même tout existait dans le scénario. C'est-à-dire que le type de chanson que c'était, le genre de chanson, même quand il n'y avait pas les textes, ce que la chanson racontait. Donc tout était là, les émotions, ce que ça devait apporter comme esthétique. Donc tout était dans le scénario, même si c'était très théorique. Et donc ça a été le premier outil pour communiquer avec les compositeuristes. Touche, si tu veux ma bouche. Les Reines du Drame, le seul film qui réconcilie les cunts et les punks. Avec Yael, les chansons, elles existent déjà depuis... Elles ont 2 ans. Ça a été les premières chansons qui existent. C'était pas touche et tu peux toucher. Et ça, avec Yael, par exemple... c'était un peu le travail étrange. Yael d'aujourd'hui, c'est pas le Yael de 2007. Et là, je leur demandais un peu de presque pasticher ce qu'ils faisaient en 2007, mais justement sans que ce soit un pastiche. Donc, en fait, c'était un rôle de composition. Exactement. Donc, c'était un rôle de composition, mais de composition comme un acteur ou une actrice pour les musiciens. Donc, c'était un peu ce travail qui était étonnant. Et puis même aussi que ça sonne pas uniquement comme Yael, mais comme d'autres chansons. On a écouté aussi pas mal Laurie, Alizée. Pas mal Alizée, Priscilla, voilà, Britney Spears évidemment. Et donc du coup il fallait utiliser tout ça, c'est ce qui était décrit dans le scénario. Au début de biceps de tueuse, mâchoire cassée de cascadeuse, beaucoup de prod pour plus de masse, soulève la forme comme une poufiasse, plombière, docker, aventurière, les policiers ça va pas le faire.
Et on a coécrit les paroles. Moi, j'avais déjà des idées très précises pour pas toucher, tu peux toucher de ce que la chanson, le ton de la chanson. Ouais. Et donc ça, on a coécrit. Et après, pour la composition, ça a été un peu pareil avec Rebecca Warrior pour les chansons de Billy. Sauf que là, par contre, il y avait des chansons... les chansons étaient déjà écrites. Donc, Carlotta Coco, dont je parlais tout à l'heure, en a écrit une, Bikeuse amoureuse. Et moi, j'ai écrit Go musclé d'Année d'amour. Et ensuite, avec Mona Soyoc, donc du coup... chanteuse et compositrice du groupe Casse Product des années 80, c'était pareil. Là aussi, un peu compliqué, parce que Mona n'avait jamais chanté en français, donc au début, elle n'était pas trop chaude, et j'ai réussi à quand même la convaincre, et puis je suis hyper contente. C'est aussi fou d'entendre une voix en français qu'on n'entend qu'en anglais. Oui. Donc ça, c'était hyper beau, et donc voilà, ça aussi, on a travaillé surtout d'essayer de composer à la fois à partir de Casse Product, mais aussi à partir d'elle aujourd'hui pour un rôle qui n'était pas elle. Donc voilà, c'était un peu un chemin compliqué. Puis après, pour Louise Bizou et qui fait la dernière chanson du film, et Pierre, c'était un peu différent parce que c'est des personnes qui ont déjà travaillé pour la musique à l'image, donc du coup qui avaient déjà l'habitude de se fondre dans un film. Voilà. Et Pierre Desprats, il fait aussi le score, donc évidemment donc la musique du film. Qui est très difficile quand on vient pas d'un milieu privilégié, ni cinéphile, un milieu plutôt prolo. Déjà, faire du cinéma, c'est un monde qui nous paraît pas pour nous, qui paraît impossible. Donc ça reste de l'ordre du rêve, quoi. C'est vrai que quand j'ai rencontré notamment Carlotta Coco, qui a coécrit le film, mais qu'on s'est rencontrés au lycée. On avait envie, nous, d'ailleurs, on aimait le théâtre, on aimait le cinéma, et on a fait ensemble, on a co-réalisé nos premiers courts-métrages, et c'était vraiment une manière de vivre. Déjà, c'était une manière de se rassembler entre copains, et c'était aussi une manière de faire des choses pour sortir du quotidien, pour vivre dans un monde qu'on rêvait. Ma petite Mimi, mais vraiment, il n'y a pas à dire, vous avez une voix... mais vous n'avez aucune personnalité. On dirait une chanteuse de karaoké. Mais vous êtes un diamant brut que j'ai envie de tailler. Les courts-métrages, c'était pas une carte de visite. Je n'ai jamais pensé comme une carte de visite, ni même dans l'espoir de faire un long. C'était plutôt au moment T de faire des films, de changer le réel. C'est-à-dire de faire des films, c'était à la fois de se retrouver, mais aussi de concrètement fabriquer des choses ensemble, comme un peu ce qu'on peut faire au théâtre. Et donc, pendant, des 15 ans jusqu'au, 33 ans, ça a été un peu ça. Et après, à mesure que je rencontrais des gens, je les filmais, j'avais envie de les intégrer à mon travail. Il y a des gens, Carlotta, ensuite, on a coécrit. À un moment donné, elle a beaucoup joué aussi dans les films. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes que j'ai filmées qui sont toujours aussi dans les Reines du Drame, par exemple Nana, Dustin, Raya. Et surtout, à un moment, quand la question s'est posée après plusieurs cours plus produits, parce que là, je parle des 15 ans, mais après, ça s'est fait pendant quasiment 15 ans, de faire des films petit à petit avec un petit peu plus d'argent, petit à petit avec des productrices, etc. Et à un moment, il s'est posé la question, après un court-métrage que j'avais fait qui s'appelle « De la terreur, mes sœurs », quelqu'un m'avait dit « Maintenant, il faut faire un long ». Comme si c'était le passage obligé. Pour moi, c'était inimaginable même de faire un film, c'était pas pour moi, quoi. Un long métrage, pardon. Et puis surtout, j'avais pas l'histoire encore. Je me suis dit, ça sert à rien de faire un long pour faire un long. Moi, les histoires que j'avais envie de raconter, là, étaient plus courtes. Et après, j'ai rencontré Inès Dayandazi, la productrice des Reines du Drame, avec qui j'ai travaillé sur un court-métrage qui s'appelle Les démons de Dorothy, qu'elle a coproduit. Et j'ai rencontré Marine Atlan, qui a fait la photo des Reines du Drame et la photo du court-métrage aussi Les démons de Dorothy. Et c'est vrai qu'après les avoir rencontrées, elles deux, après que notamment Inès ait lu les premières versions des Reines du Drame, parce que quand même dans mon coin je faisais des choses, mais personne ne voulait lire, et c'est vraiment, j'avais l'impression qu'enfin la famille de cinéma était constituée. Et donc du coup, c'était possible maintenant de faire un long, parce que j'avais à la fois l'histoire, à la fois les gens avec qui le faire, et
une équipe qui croyait et au projet et en moi. Et là, du coup, c'est vrai que ça a été un moment assez vertigineux de joie, de se dire, on va y aller ensemble, quoi. Il paraît que ça fait péder, mais j'y peux rien, ça me fait mouiller. Les pecs plus gros que des lolos, envie de lécher leurs abdos. Pour eux, je me mets à quatre pattes, la tête serrée dans leurs cuisses moites. Qu'elles m'écrabouillent comme leur bébé. J'avoue, j'aime trop les gants musclés. J'aurais pas pu faire les films sans ce groupe de personnes-là. Et c'est sûr qu'en plus, pour faire un film comme ça, on peut le dire queer, on peut le dire qui tente des choses, et ben effectivement, d'être entouré de personnes qui croient à la fois au projet et où on croit ensemble aussi, enfin on croit les uns en les autres. C'était absolument nécessaire parce que fabriquer un film, c'est aussi affronter le monde qui n'est pas... voilà, c'est-à-dire faire un film, on écrit un scénario, on cherche de l'argent, et effectivement, les personnes qui donnent de l'argent ne sont pas toujours réceptifs à ce genre de propositions. Les Reines du Drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur. Le monde du cinéma, il n'est pas différent du monde, donc c'est-à-dire que le monde, il est quand même notamment... toujours homophobe, toujours un peu réticent à la différence. Et je pense que là, c'était un film qui était à la fois dans sa forme et dans son histoire, qui célébrait la différence, on va dire. Et donc, effectivement, ça a pu agacer, voire même irriter très fort des gens et qui, parfois, ont pu avoir une réaction, difficile. Et notamment, je ne sais plus quel guichet a dit ça, mais ils ont dit on pourrait croire plus à cette histoire si c'était un homme et une femme, par exemple. Toute la dimension politique leur passe à côté, etc. Après, il y a des gens aussi, il y a des très belles histoires, je ne dirais pas qui, mais il y a aussi des personnes qui, sur scénario, sont passées à côté du film, et puis finalement, en ayant vu la première version du film, ont voulu, et donc sont devenus partenaires du film ensuite. Donc il y a aussi des choses joyeuses. Puis finalement, le film, il existe aussi, donc c'est aussi pour ça que c'est très important de s'entourer de personnes qui nous comprennent, de personnes de qui on se sent proche, parce que c'est dur d'affronter cette adversité-là. Mais par contre, malgré tout, le film, il existe et c'est très difficile de faire des films, c'est très difficile de faire des premiers films. Donc, quand même, je sais que voilà, c'est quand même une énorme chance. Donc, c'est important de dire que c'est difficile, parce que ça l'est et que ça ne sert à rien de dire que c'était un long fleuve tranquille. En revanche, c'est aussi important de célébrer le fait que ça existe et que justement, c'est important de bien s'entourer. Et là, ça a existé parce qu'on n'a pas abandonné, parce qu'on était vraiment une team soudée. Et c'est grâce à ça que le film existe, quoi. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Les abusés de Magali Charmeur. Quand les gens critiquent le film, ils disent soit c'est foutraque, soit en fait c'est extrêmement classique. Et là je me dis déjà mettez-vous d'accord. Et pour moi c'est vraiment le film est pile entre les deux, c'est-à-dire il reprend des codes extrêmement classiques, c'est-à-dire le rise and fall comme A Star Is Born, notamment un des grands modèles du film c'est Q-Core, A Star Is Born mais la version avec Judy Garland. Et en fait, l'idée, c'était de réinjecter dans ces histoires romanesques du cinéma que moi j'aime énormément, notamment classique hollywoodien, d'intégrer des personnages qui me sont plus proches, c'est-à-dire des histoires queer. Et puis aussi, d'ailleurs, ça fait écho à tout un pan du cinéma politique. Je pense notamment à Douglas Sirk, quand il met en scène des personnages que la société interdit de s'aimer. Ben là, ça résonnait particulièrement avec cette histoire-là. Donc pour moi, c'était vraiment d'utiliser ces codes classiques et pas de les détourner, mais de les utiliser pour raconter quelque chose de plus personnel et peut-être plus contemporain avec les problématiques, notamment queer d'aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, c'était pas vraiment faire table rase, même au contraire, c'était plutôt de dire, finalement, on peut tous vivre les mêmes histoires. Et le film essaie plutôt de créer du lien, même s'il ne s'excuse pas d'exister. C'est un film qui effectivement revendique une certaine identité queer, comme je le disais, qui célèbre aussi la différence, etc. Mais par contre, c'est aussi un film qui dit que il vient d'un endroit, il vient d'un cinéma aussi classique. Ouais. Et le film essaie vraiment de créer du lien entre ce que tout le monde essaie d'opposer. Et pour moi, c'est aussi un geste assez queer, finalement, de dire mais non, mais
qui nous empêche de nous réunir. Le film essaie vraiment de réunir les gens. Ouais, complètement. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Starlet en herbe. De quoi, Billy? C'est bon, tu peux jouer l'hétéro dans ton clip, mais embrasse-moi, putain. Billy, tu me fais pas un drame, là. C'est pas un jeu de référence. Moi, ça m'intéresse pas de dire genre ah ce plan ça vient de tel film ou ah cette scène vient de tel film. Mais par contre, c'est aussi humble. En tout cas, c'est ma manière de faire, de dire on crée rien sans rien. Et effectivement, le film, il s'est tellement nourri de plein de choses que j'espère aussi qu'il a une dimension singulière. Mais par contre, de dire regardez, c'est comme une filiation. Et c'est comme dire je sais pas, quand un bébé naît, genre, ah, il ressemble un peu au père, il ressemble un peu à la mère, nanana. Bon, puis là, c'est une famille avec plus de trucs, c'est un enfant avec plein de nez, plein de bouches, et voilà. Mais j'aime bien l'idée de savoir, de voir la trace d'où viennent les choses. Et c'est pas, j'espère que c'est pas grave si on n'a pas toutes les références. Mais par contre, vraiment, moi, je trouve que c'est assez beau de dire, bah oui, De Palma, Phantom of the Paradise, entre autres, par rapport à ce film-là, parce que ça se passe dans le milieu de la musique, mais vraiment, je suis fou de Palma. Mais oui, bien sûr, De Palma, Q-Core, et puis aussi de se dire, il y a quand même le film s'amuse, et justement, et pour moi, c'est une dimension politique de dire, on va faire du cinéma classique avec des codes des années 2000, et de se dire aussi, qu'est-ce que c'est de lier tout ça et qu'est-ce que ça veut dire esthétiquement et politiquement. Vraiment prête à tout pour être famous. Tu vas vivre ta vie de diva, et moi je vais rester dans ce squat pourri.